Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les hommes. Aujourd'hui, l'image compte, l'image de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. Et quand je dis image, cela peut concerner bien sûr la personne, son aspect physique, physiologique, mais aussi son vêtement. Et pour certains, la mode compte beaucoup. Nous allons réfléchir aujourd'hui sur le phénomène de la mode. Et je vous retrouve dans un instant, après notre générique. Pour nous parler aujourd'hui de la mode, j'ai deux invités. Ce sont deux universitaires qui ont conceptualisé un numéro de la revue A intitulé « Métaphysique de la mode ». Il s'agit du professeur Jacques Socher. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Vous dirigez la revue A et vous êtes rédactrice en chef, Virginie de Villers, de cette revue. Et vous avez concocté un numéro sur la mode. Alors on se dit, tiens, pourquoi des philosophes, pourquoi des intellectuels de très haut niveau que vous êtes s'intéressent à ce qui peut paraître comme quelque chose de très banal, de très quotidien, je dirais, oserais-je dire, de très futile, la mode. Alors pourquoi ce numéro sur la mode? Jacques Socher. D'abord, on n'a pas attendu ce volume pour s'intéresser à la mode. Vous êtes vous aussi un peu à la mode, et Virginie aussi, oui. Elsa à la mode. Par exemple, Roland Barthes, oui. Et d'une façon générale la sémiologie, a pris au sérieux un sujet apparemment futile, apparemment au niveau des apparences. Et le titre qu'on a donné accentue ce paradoxe. Il y a un peu un oxymoron, il y a peut-être une contradiction entre métaphysique, qui est une réflexion approfondie, et puis la mode, qui est quelque chose de très quotidien, de très banal, de très fugace peut-être aussi. Un des auteurs du volume, oui. qui ouvre le volume d'ailleurs, le philosophe et écrivain Alain Roger, parle d'un miraculeux oxymoron. Enfin, laissons le miracle de côté, c'est inattendu. Et au fond, le fil conducteur du volume, c'est que derrière l'apparence de la mode, il y a peut-être quelque chose de plus profond. Et c'est justement pour faire apparaître cette profondeur sous les paillettes, sous la séduction, sous le fugace et l'éphémère, que ce volume a été pensé. Et finalement, voilà, le résultat, c'est ce livre, avec 40 voix de philosophes, de psychologues, de sociologues, d'artistes, d'écrivains, d'un visagiste, de stylistes, bien entendu. Donc il y a 40 voix pour répondre à la question. Alors Virginie, qu'est-ce qu'il y a de profond dans ce phénomène qui peut apparaître aux yeux du commun des mortels, que je suis par exemple, comme quelque chose de très fugace, de très éphémère, de très, je vais dire, populaire? D'abord, Jacques a oublié de dire que le volume, on l'a fait aussi avec quelqu'un qui s'occupe de la mode, qui est un Français qui s'appelle Frédéric Monneron, oui. Et qui donc nous a aidé, qui signe aussi le volume, mais qui nous a aidé à composer ce volume, et qui est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres à propos de la mode, et donc il faut lui rendre à César ce qui appartient à César. Sûr. Mais pour répondre à votre question, je dirais que à travers tous les textes qu'on a demandé à des gens aussi différents, comme Jacques vient de le dire, que des écrivains, des philosophes, historiens comme Patrick Moriès, on leur a demandé que révèle pour vous la mode et que signifie ce terme. Et donc on a été très très étonnés de se rendre compte à quel point le mot mode signifiait avant tout un mode d'être au monde, une manière de se tenir dans le monde. Donc on se révèle aux autres, mais peut-être aussi à soi-même, dans une certaine mesure, en étant à la mode, ou bien en ne respectant pas les canons de la mode, en étant, disons, classique, comme on dit habituellement.
Et il y a une très belle phrase qui d'ailleurs qu'on a mis en exergue du volume, qui dit être la mode, c'est la dignité d'être ce que l'on est. Et donc comme si il y avait la construction là d'une identité, d'une reconnaissance sociale, mais aussi à soi-même, se reconnaître à soi-même, d'une construction en tout cas. D'ailleurs, si on regarde les adolescents, par exemple, et l'importance qu'a à cet âge-là, dans la construction de sa personne, la manière de s'habiller, de se coiffer, de s'identifier à l'autre, de ressembler à l'autre, d'appartenir à une tribu, on se rend compte à quel point c'est certainement pas futile et certainement pas... ça l'est peut-être aussi, bien sûr, et heureusement. Nous sommes tous passagers, nous sommes tous de passage, je dirais. Et la mode est faite pour changer, en effet, pour apparaître et disparaître. Mais elle peut être parfois jugée futile, mais aussi parfois choquante. Je me rappelle quand j'étais adolescent, ça a été la période de la mini-jupe. Ça fait un tollé. Les parents ne souhaitaient pas que leur fille sorte avec une mini-jupe. Et aujourd'hui, on voit que la mode favorise le piercing, favorise les tatouages, etc. Et ça provoque des réactions très négatives de la part d'un certain public. Donc la mode n'est pas nécessairement perçue, veux-je dire, comme quelque chose de positif. Qu'en pensez-vous? Mais elle est perçue, dans ce que vous venez de dire, elle est perçue comme une affirmation. Aussi, en effet, porter une mini-jupe, pour la femme dans les années 70, c'était s'affirmer dans sa liberté d'être femme et de montrer sa féminité. Faire des piercings, s'habiller de manière extravagante, je pense notamment au punk dans les années 70-80, c'est aussi une affirmation qui était presque un discours presque politique. Donc, bien au-delà le vêtement, si vous voulez, et l'accessoire, véhicule, il me semble, est porteur de signification, d'une symbolique très lourde. Et ça me semblait intéressant avec Jacques. On disait que c'était intéressant d'essayer d'un petit peu envisager cela à travers différents textes et différentes voix. Donc la mode n'est pas nécessairement conçue comme une assimilation au monde, à la société dans laquelle on vit, mais peut-être parfois comme une réaction contre le monde et la société dans laquelle on vit. Qu'en pensez-vous, Jacques Socher? Maffesoli, Michel Maffesoli, qui est professeur... Il y a un grand article à la Sorbonne, qui est sociologue, reprend ce que Virginie a dit, c'est-à-dire que c'est un phénomène d'appartenance. L'autre nous forme, nous sommes en partie par rapport à l'autre. L'appartenance n'est pas universelle, il y a des appartenances. Le piercing, c'est l'appartenance à une certaine famille. S'habiller avec un smoking, c'est une autre appartenance. Porter tel uniforme, c'est une autre appartenance. Dans le smoking, on est hors mode, puisque le smoking, il était déjà porté en 1920. D'une façon générale, l'habit montre une appartenance. Donc l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. Et d'ailleurs, Maffesoli reprend le mot habitus. Il dit l'habitus, ça a rapport avec l'habitant. J'habite un vêtement, à la mode ou pas à la mode. Le fait que je sois habillé, mettons avec un pull en couleur, ici, rouge, va induire, que je le sache, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, un certain comportement. Donc mon modus, ma mode d'habit, va induire un comportement. Maintenant, pour reprendre la mode proprement dit, on a quand même interrogé quelqu'un de la mode, qui est Gérald Wathelet, qui est un grand couturier belge qui a un certain succès à Paris. Et lui nous dit, eh bien voilà, tout le monde ne peut pas acheter la haute couture. Mais de même, tout le monde ne peut pas aller dans un musée et prendre un Picasso. Mais la haute couture a un effet, induit un comportement, fait penser à une manière de s'habiller, à un renouvellement de l'habit, et par conséquent à une transfiguration de la personne. Elle est créatrice de beauté. Et même ceux qui ne peuvent pas se payer ça vont être influencés par un autre style de vie. Donc il y a une modification de la personnalité à l'intérieur de laquelle l'individuation peut se manifester. Autrement dit, les stylistes de renommée internationale, dont les créations ne sont pas à la portée du porte-monnaie du commun des mortels, exercent quand même à travers leurs démonstrations, etc., une certaine influence sur l'état historique de la mode dans la société à un moment donné de son histoire. Maintenant, la mode pose une autre question. Oui. Que Alain Roger résume ainsi, d'une façon un peu brutale. Et si paraître, c'est quand même l'apparence, et si paraître, c'était aussi être.
Oh, ça, c'est un vieux débat. Un vieux débat. Un vieux conflit Oui, entre mais l'être que et la le mode paraître. reprend d'une autre manière. Est-ce qu'on peut être à travers l'expression extérieure de ce que l'on porte, parce que votre volume ne porte pas seulement sur l'habillement, hein, il est question d'autre chose, de bijoux, etc., etc. Est-ce que on peut être à travers ce que l'on montre de soi, c'est-à-dire le vêtement que l'on porte, les bijoux que l'on porte, etc. Oui, moi je crois, oui. Vous croyez? Oui, je suis convaincue de ça. Qu'il y a vraiment... j'aime bien, je pense souvent à cette phrase en vous écoutant, mais à d'autres moments aussi, de Paul Valéry, Oui. qui dit ceci: le plus profond, c'est la peau. Ben, je dirais, moi, le plus profond, c'est aussi le vêtement. Ça pourrait aussi être le vêtement ou l'accessoire. C'est-à-dire, on n'a que ça, je dirais, entre autres. Chaque matin, quand je m'habille, je dis quelque chose de moi, je dis quelque chose de mon humeur, ou je choisis de cacher mon humeur, ou je choisis de me terrer derrière quelque chose, derrière une armure, ou au contraire. Je pense, oui, qu'il y a quelque chose, et bien sûr, qui nous signifie. Même malgré nous, on ne s'en rend pas compte. Oui, bien sûr. Pourtant, on peut juger quelquefois ridicule ces personnes qui sont surchargées de bijoux comme des arbres de Noël, et on se dit tout de suite, mais qu'est-ce qu'elle veut cacher Oui, tout à fait. en Oui. portant ses bagues, ses colliers, etc., etc. Il y a aussi une aspiration à la beauté. La mode est un agent, est un moyen de créer quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire, c'est au fond, est-ce que l'artificiel, est-ce que l'artifice n'est pas une seconde nature, plus important que la nature elle-même? Il y a par exemple un maquilleur, un visagiste, Bouzouk, qui travaille pour une grande maison, et qui explique que de son travail, il révèle aux femmes, en les maquillant, quelque chose d'elles-mêmes qu'elles ne connaissaient pas. Et la transfiguration d'une personne qui n'est pas belle en soi, et qui peut le devenir par un artifice, eh bien quand même, quand quelqu'un qui n'a pas un prix de beauté se sent tout à coup investi par une beauté artificielle, c'est pas rien. Non, et bien sûr, ça la valorise, mais elle n'apparaît pas alors dans sa réalité. Et si le soir, elle se démaquille, si le soir, elle change de vêtements, elle apparaîtra à ses familiers, à son mari, etc., une toute autre personne. Et on pourrait concevoir qu'il y a eu là, à ce moment-là, une sorte de mensonge. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Deguin? Je ne pense pas que c'est un mensonge. Je pense que on ne peut pas apparaître dénudé, je dirais, dépouillé, en tout cas. Donc, on vit dans une société où il faut être performant, où il faut être au mieux de soi-même. Et donc, se maquiller, comme Jacques parle de Bouzouk, s'habiller, c'est une manière de se présenter à l'autre, de dire, voilà, de se protéger. Vous iriez jusqu'à dire, et donc de le respecter? Oui, je crois. Oui, je pense quelqu'un qui s'habille mal, qui prend pas soin de soi, c'est pas une question de mode, là on est bien au-delà de la mode, c'est une manière non seulement de ne pas se respecter, mais de ne pas respecter l'autre. C'est une politesse, la mode, aussi. Le vêtement, le fait de prendre soin de soi, c'est une façon d'accueillir l'autre, de dire à l'autre, je suis là et je te regarde, et tu vaux assez pour moi, pour que je me présente à toi de la meilleure manière possible. Enfin, je le vois comme ça, en tout cas. Alors, il y a dans la mode un aspect social, et on entend des gens dire, ah ben oui, ben la mode, c'est fait pour ceux qui ont les moyens d'être à la mode. Hein, les gens qui ont des moyens financiers réduits ne peuvent pas être à la mode, ne peuvent pas se présenter sous leur meilleur jour, ne peuvent pas recevoir des opérations d'esthéticiens ou de chirurgiens. Parce que ça aussi, ça compte. Je suppose que vous comprenez aussi dans la mode toutes ces opérations proposées par certains chirurgiens qui permettent de corriger ou de mettre plus à la mode la forme d'un visage, des épaules, des seins, des mains, etc. Mais je suis à moitié d'accord. Je dirais que aujourd'hui, quand on regarde le travail de Gérald Wathelet ou de la jeune styliste Cathy Peel ou de tous ces stylistes dont on n'a jamais autant parlé, surtout en Belgique, on ne peut pas se l'offrir, je ne peux pas me l'offrir. Personne sur ce plateau ici peut sans doute se l'offrir, mais ça inspire tous les créateurs. Et je dirais que chez H&M, pour prendre une marque très, très accessible, il y a aussi évidemment un effet de mode. C'est le reflet d'une certaine mode. Donc, on y a accès, mais
au-delà de la mode, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on récupère les codes de la mode, comment on s'en affranchit aussi. Parce qu'à un moment donné, ça me semble intéressant de s'en affranchir, de jouer avec, de construire, en fait, une espèce, je dirais pas un déguisement, parce que ça peut avoir un effet péjoratif ou avoir cette connotation mensongère, comme ce dont vous parliez tout à l'heure, mais de se construire, de jouer, de construire son identité. On entend dire souvent, oui, telle actrice qui apparaît à la télévision, oh, ben, elle vient de refaire son nez, oh, elle a refait sa bouche, oh, elle s'est fait implanter des cheveux, etc., etc. Et c'est toujours considéré, ce genre de jugement est plutôt considéré de façon négative que de façon positive. Qu'en pensez-vous? Oui, mais la mode, telle que vous l'évoquez ici, est synonyme de haute couture, de richesse et pas accessible pour tout le monde. Il y a une mode pauvre. Par exemple, la génération... Le jean. Le jean, Oui, alors, encore qu'il y a des jeans de luxe, hein, mais enfin le jean pauvre, disons. Une génération cool, la mode, va révéler, stimuler. C'est cool, quoi, on se la coule douce. Eh bien, il y a une panoplie, il y a des vêtements qui manifestent que la vie est cool. Et on voit un tas d'adolescents comme ça qui peuvent être dans ce style-là, dans cette mode-là, qui n'est pas la haute couture. Et donc ça fortifie. Bien sûr, il y a un conformisme qui joue là. Il y a à la fois le paradoxe, c'est qu'il y a à la fois un conformisme et une envie de s'individuer dans le cadre de ce conformisme même. Oui, parce que on a demandé à plusieurs auteurs quel était leur vêtement métaphysique ou leur accessoire métaphysique. Et là, on se rend compte à quel point chacun joue avec la mode, ou la récupère, ou la détourne. Et à quel point aussi ça construit une personne, aussi bien une mémoire que des fantasmes, parce que, bon, je pense à une chose très simple, quand quelqu'un meurt, eh bien c'est extrêmement émouvant de se retrouver avec la garde-robe de cette personne. Parce que ce sont des vêtements, des accessoires qu'il a portés, qu'il a choisis, qu'il a aimés, qu'il a touché, que sa peau a touché, qui porte son odeur. Et donc, dans le fond, quand on est confronté à cette circonstance-là, eh bien, on se rend compte que c'est quelque chose certainement pas de futile. Alors, bien sûr, ça passe, on en achète d'autres, il y en a d'autres, il y a des vêtements qu'on oublie, mais il y a la mémoire de la personne qui reste là. Il y a quelque chose de très touchant, en fait, où les habits de son enfance, les habits qu'on a achetés pour ses enfants, les tout premiers pyjamas, les premières chaussures, il y a toute une symbolique qui traverse et qui dépasse la mode. Alors, les habits de l'enfance, vous avez raison d'en parler, parce que dans le volume, dans les contributions d'écrivains, plusieurs d'entre eux évoquent justement les vêtements de l'enfance, soit pour s'en satisfaire, soit pour regretter qu'ils aient été un objet de moquerie. Je pense à votre article, Jacques Saucher, mais aussi à celui de Jean-Baptiste Barognan, à d'autres. Le vêtement de l'enfance marque l'individu au point que 30, 40, 50 ans plus tard, ils s'en souviennent. Ben oui, je pense que Jacques, là, Oui, tu peux parler vraiment, alors là, je trouve que tu es l'exemple typique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, là on s'écarte de la mode. Au fond, ce volume oscille sans arrêt entre la mode au sens strict et un mode d'être. Le mode d'être peut ne pas être à la mode. Ça, c'est le vêtement. Mais les vêtements, c'est... Le vêtement ou l'objet. Ou l'objet, à la montre évoquée par Foulek. Ça peut être... Et donc, ces vêtements, ces accessoires peuvent... Ils sont extérieurs, mais révéler quelque chose de profond. Les écrivains qui ont écrit... je ne suis pas le seul à avoir écrit sur les vêtements de l'enfance. À travers ce piège qu'on leur a tendu, parler du vêtement qui vous incarne le plus, on raconte en 2 pages toute leur biographie, ou l'essentiel de leur vie, à travers le dérisoire d'un vêtement, parfois d'une loque, parfois d'un doudou. Ou du jugement sur un vêtement. Ou du jugement sur un vêtement. Parce que c'est ça qui semble avoir fort marqué un certain nombre des auteurs qui ont participé à ce volume, c'est le jugement qu'on a porté sur leur façon d'être, sur leur façon de se montrer. Or, l'enfant ne choisit pas le vêtement, ce sont ses parents qui choisissent le vêtement. Pour aujourd'hui, ça change un peu quand même. Oh, encore que. Jusqu'à 9-10 ans, c'est plutôt les parents. Peut-être qu'après, en effet, l'enfant acquiert une certaine indépendance. Oui, donc, disais-je, ces choses ont marqué ces écrivains qui collaborent à votre volume, au point que 30, 40 ans plus tard, c'est cela qui revient lorsqu'on évoque le vêtement.
c'est le souvenir de l'enfance et parfois du ridicule dans lequel ils se sont trouvés ou de la moquerie dont ils ont été l'objet. Oui, Virginie. Mais c'est étonnant ce que vous dites parce qu'on n'a jamais demandé, évidemment, quel était votre vêtement d'enfance. Mais nous avons constaté qu'en tout cas, au moins une vingtaine de textes, automatiquement, quand on leur demandait quel est votre vêtement métaphysique, votre objet métaphysique, les auteurs se téléportaient, je dirais, dans leur enfance, et c'était toujours un objet, que ce soit, je pense, à la mèche de cheveux de Patrick Rougirs, mèche de cheveux que sa mère a gardée jusqu'à sa mort, la mèche de cheveux de son enfant, que je pense aux fourrures de Jacques, aux fourrures dont s'occupait sa mère quand il était enfant, et je pense à la montre de Foulet-Kringelheim, à toute la garde-robe que s'est constituée Antoine Piquels, qu'il se constitue toujours et qui est aussi liée à une construction de lui enfant, au tablier de Caroline Mirope, qui lui permettait d'être toujours première de classe, parce que chaque fois qu'elle portait ce tablier, elle avait le sentiment qu'elle réussissait ses contrôles, qu'elle passait brillamment ses examens. Et donc chacun est allé chercher, mais dans son enfance, alors qu'on ne lui demandait pas, un accessoire, un vêtement qui l'a marqué profondément, en fait. C'est ça où je pense, tu peux peut-être en parler, Jacques, à cet ancien modèle, Marie-Louise Pierson. Oui, c'était un texte assez étonnant. C'est une fille qui s'est toujours trouvée comme une grande asperge disgracieuse, qui avait honte de son corps, comme certaines adolescentes peuvent avoir honte de leur corps. Et puis un jour, elle a montré des photos, elle a rencontré un grand photographe qui l'a formée, qui l'a transformée, qui en a fait un modèle. Qu'il a révélé à elle-même. Qu'il a révélé elle-même. Et donc, alors que c'est réputé superficiel, c'est le superficiel qui a créé son identité. Et un jour, on lui a mis une robe rouge d'un grand couturier, et ça a été le début d'une autre vie. Elle est née une seconde fois grâce à une robe rouge qui a fait d'elle autre chose qu'une grande asperge. Oui, c'est aussi, dit-elle dans son texte, parce que vraisemblablement, son père voulait un garçon. Et donc, elle a été considérée comme un garçon manqué, comme un peu une quantité négligeable. Et donc, quand elle a réalisé à 20 ans que les hommes la regardaient, qu'elle était peut-être une femme belle à observer, belle, une femme aimable, je dirais. Et donc, il y a vraiment eu, en effet, le regard d'un photographe, puis le regard d'un homme, de l'autre. Et donc, la mode futile, elle est devenue femme grâce à son entrée dans le monde de la mode. Et elle est devenue un grand mannequin. Donc elle a vraiment travaillé dans le domaine de la mode. Chanel. Alors, un sujet dont on n'a pas parlé, mais tout le monde s'attend à ce qu'on en parle, ce sont les liens, évidemment, entre la mode et l'érotisme. Il y a un texte de Jacques de Decker sur le string, il y a d'autres évocations. Françoise Wilmar aussi. Françoise Wilmar, vous l'avez dit. Alors, est-ce que c'est important, le vêtement, ou l'absence de vêtements, ou la mode, dans le contexte des relations érotiques entre les personnes? C'est comme les animaux, c'est le pelage, qui nous révèle. C'est tous les rituels, le rituel amoureux des animaux. Ouais. Donc c'est humanisé, mais ça fait partie, bien sûr, de quelque chose de plus vaste, qui est ces rituels, bien entendu. Oui, ce rituel, mais aussi le jeu sur la présence du vêtement, parce que, on le dit de façon tout à fait banale, l'absence de vêtements est beaucoup moins érotique que la présence du vêtement. Hein, le string, le soutien-gorge, les falbalas, les foulards, etc., en cachant, révèlent peut-être mieux la beauté d'un corps ou l'érotisme d'un corps que la simple nudité. On n'est pas très attentif à quelqu'un que l'on voit nu sur photo dans une revue. En revanche, nous connaissons bien des cabarets célèbres où les effeuilleuses ou certaines dames vont se déshabiller de façon très savante pour exciter l'intérêt du public et l'érotisme du public. Qu'en pensez-vous? Oui. La nudité, c'est l'animalité, c'est la nature. On est tous pas très beaux, enfin, à part quelques exceptions. On a tous... C'est vous qui l'avez dit, Virginie. Disons que je me regarde comme nue. Je suis un corps avec des traces de vie, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr. À partir du moment où intervient les portes jartelles, toute cette mise en scène... Un peu d'artifice, dès lors qu'intervient un peu d'artifice. On est dans la culture, on est dans quelque chose de culturel, on est dans une espèce de parade de soi-même, une mise en scène de soi, je dirais. mise en scène de soi dont on voit les effets sur l'autre, bien entendu. Donc, pour rester sur votre exemple de la nudité, oui. Alain Roger, dans un autre livre
qui s'appelle Nu et paysage, un livre magnifique, qui date de 30 ans maintenant, il y a 30 ans, distingue nu et nudité. La nudité, c'est le fait d'être tout nu. Mais le nu, c'est un genre en peinture. Et le nu transfigure la nudité. De même, la mode est une transfiguration. Elle cache, elle révèle, elle joue avec la nudité. Elle rend artificielle ce qui est naturel, une fois de plus. Et puis, vous parlez des dessous, je pense depuis que vous évoquez ça, je pense à la chanson de Gainsbourg, Les Dessous chics. Oui. Et il y a quelque chose, j'imagine, dans l'imaginaire, parce que ça fonctionne plus au niveau de l'imaginaire masculin, mais moi, en tant que femme, les dessous d'un homme, ça n'évoque... Peut-être pas les dessous d'un homme, mais si nous pensons à un célèbre cow-boy qui figure sur certaines marques de cigarettes américaines, il paraît que ce cow-boy a excité beaucoup l'imagination de certaines femmes. Or, ce n'est pas son visage qu'on ne voit pas, c'est son habit. C'est l'aventure, c'est l'imagination qui transparaît à travers des habits tout à fait banals, un chapeau de cow-boy, une veste de cow-boy, un jean. Or, il y a là une érotisation à travers quelque chose qui est au fond extrêmement banal. Mais vous avez dit le mot érotisation, et je pense qu'un vêtement, quel qu'il soit, porte en soi une dose... S'habiller, c'est mettre son corps en valeur, c'est l'habiller, je dirais, c'est le valoriser, le sublimer. Il y a une phrase de Gérald Watley qui m'a marqué dans l'entretien que tu as eu avec lui, c'est « J'ai toujours été attirée par l'extraordinaire de l'ordinaire, dans le vêtement ». Et il parle bien de ça, et c'est vraiment cette idée, utiliser un vêtement pour valoriser ce qui, dans le fond, est très ordinaire, c'est-à-dire nous-mêmes, notre corps, ce qu'on est, quoi. On n'a pas épuisé notre émission d'aujourd'hui, ce thème important de la mode, mais je renvoie les personnes qui ont suivi notre émission à votre ouvrage, Virginie de Villers et Jacques Socher, intitulé « Métaphysique de la mode », ouvrage dans la collection A. Je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.